On parle beaucoup sur la toile de fond de la conférence sur l'avenir de l'Europe, sur quelles solutions faudrait-il prendre en considération, et tous les citoyens sont invités par les trois institutions, par le Conseil, par la Commission européenne et le Parlement européen, à s'exprimer sur toute une panoplie de thèmes, partant du numérique pour aller à la santé, pour discuter les politiques monétaires, et que ce débat durera jusqu'au printemps futur, lorsque, sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, on aura les premières conclusions de ces consultations. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter deux invités qui sont experts dans les questions européennes, qui sont les deux secrétaires d'État chargés des affaires européennes de la Roumanie et de la France, Madame Iulia Matei et Monsieur Clément Beaune. Qui vont vous offrir quelques aperçus ou quelques points d'interrogation dans ce débat qui nous invite tous, surtout vous, à vous exprimer en ligne, à vous exprimer dans les grands débats pour trouver la meilleure solution pour l'Europe, pour l'accélération du processus d'intégration. Voilà, sans d'autres introductions, je voudrais saluer la présence de son Excellence l'ambassadrice de la France, Madame Auer, et remercier la bibliothèque universitaire, centrale universitaire, pour cette belle salle qui nous accueille aujourd'hui pour le débat. Voilà, Madame Matei, je vous donne la parole. Merci Alexandra. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie Clément Beaune pour nous offrir en fait cette opportunité d'échanger aujourd'hui avec vous. Vous m'entendez? Voilà, maintenant je pense que vous m'entendez. Alors, merci Alexandra, bonjour à tous et à toutes. Je remercie Clément Beaune en fait pour être à Bucarest aujourd'hui et pour nous offrir à tous cette opportunité d'échanger avec vous, les jeunes et les étudiants roumains, ici à Bucarest sur un sujet d'actualité immédiate, à savoir la conférence sur le futur de l'Europe. Pour ce que ça ne marche pas, pour que notre débat soit consistant aujourd'hui, en ce qui me concerne, je me propose de lancer quelques sujets pour réflexion ensemble et de vous dire que bien sûr que l'Union européenne est passée par plusieurs crises. Ce n'est pas la première crise que nous avons devant nous au niveau européen, cette crise pandémique. Si on se rappelle bien, on a eu la crise migratoire, la crise financière, et que, hélas, les crises continuent. Ce qui change maintenant et ce que cette nouvelle crise pandémique nous a apporté de nouveau, d'après nous, c'est que cette crise a joué comme un vrai accélérateur pour nous rendre compte, nous tous, de la dépendance que l'Union européenne a en ce qui concerne surtout les chaînes d'approvisionnement, surtout la relation avec certains acteurs tiers, quelques-uns ne partageant toujours pas les mêmes valeurs qu'au niveau européen, et la dépendance qui est telle que notre marché intérieur n'est pas suffisante à nous fournir les outils essentiels pour faire face à la crise. Alors, pourquoi la nécessité d'un tel débat, d'un tel contexte spécifique? Parce que les décideurs européens ont jugé qu'il faut faire autrement, pratiquement casser les codes cette fois-ci, n'est-ce pas? Pour nous dire et nous demander à nous-mêmes, est-ce que l'Union européenne est suffisamment efficace? Est-ce que l'Union européenne est suffisamment réactive aux crises, aux attentes des citoyens? Est-ce que l'Union européenne est suffisamment solidaire ou cohésive dans de tels moments de crise? Et d'ici, la nécessité de ce débat. Ce débat n'est pas nouveau. On a en effet l'exercice de partager, de débattre les grands enjeux européens avec les citoyens. On l'a commencé avec le traité constitutionnel, on a continué avec l'agenda de Bratislava, on l'a fait avant le sommet européen de Sibiu, où on a discuté l'agenda stratégique. Et alors, c'est une tendance qu'on voit
récurrente au niveau européen d'avoir cette légitimité qu'on prend directement de la participation citoyenne. Une légitimité, bien sûr, qui vient compléter la légitimité de nos gouvernements nationaux, de nos parlements nationaux, parlements européens et les autres institutions légitimes dans nos États. Mais cette fois-ci, vu le fait que la crise nous a montré l'envergure des enjeux pour le projet européen, on a lancé ce débat. Ce débat, c'est à vous. C'est un débat qui se propose de discuter du bas en haut, de la cage au grenier pratiquement. Parce qu'il faut que nous tous, nous soyons à l'écoute. Ce qui est important de dire de l'emblée, d'après moi, c'est que ce débat n'est pas un apanage d'un gouvernement, de l'autre, d'une institution, de l'autre. C'est un débat ouvert et surtout c'est un débat qui doit vous viser, vous les jeunes Européens, les jeunes Roumains, parce que bien sûr, mes attentes fortes, c'est que dans ce débat, la voix roumaine, la voix des jeunes Roumains soit très très forte. C'est que vous partagez vos opinions, vos attentes et que les décidants européens soient vraiment à l'écoute et que surtout soient capables de traduire vos attentes dans des actions concrètes et précises. Alors, le but n'est pas simplement de débattre et de voir les attentes que les citoyens ont du projet européen, c'est plus que ça, c'est une tâche à nous aussi, c'est de traduire ce débat à des fins pratiques, à des fins pragmatiques, et de trouver les solutions qui soient les plus adéquates à vos attentes. Alors, je ne veux plus continuer là-dessus pour souligner davantage l'importance de ce débat. Je pense que mes propos ont été suffisamment convaincants pour vous inciter de continuer avec nous dans ce débat, et pas justement aujourd'hui, mais à travers, au cours de ce débat qui prendra fin au mois de mars l'année prochaine. Puis, un autre aspect qui est important aussi pour la Roumanie que la France dans ce débat, c'est de vraiment voir comment on dote l'Union européenne pour l'avenir. Et ici, c'est un peu de répondre comment avoir une Union européenne plus préparée face aux nouvelles crises. On a vu que des crises... on en a des crises avec des structures et natures différentes. Et alors, il faut voir comment l'Union européenne se prépare pour être plus résiliente face à la crise. Cette résilience, paraît-il, et c'est vrai, un terme peut-être compliqué. Résilience face à quoi? Résilience qu'on utilisait jusqu'à présent en relation avec les voisins de l'Union européenne, avec les acteurs avec lesquels l'Union européenne coopérait pour les aider à augmenter leur résilience face aux différents défis. Et maintenant, on est arrivé dans la situation où nous sommes pratiquement forcés de parler de la résilience du projet européen. Résilience qui devrait être déclinée sur plusieurs aspects. Et ici, je vous invite qu'on songe ensemble. C'est une résilience, comme je disais, du marché intérieur. C'est une résilience qui doit nous conduire à répondre: est-ce que les politiques actuelles sont suffisantes? La crise nous a montré qu'on a besoin de plus de compétences pour la santé au niveau européen, bien sûr. Et ça, on en reviendra au cours de notre débat. L'Union européenne a fait énormément dans cette crise parce qu'on part du constat que la santé, ce n'est pas une compétence communautaire, c'était juste une compétence d'appui. Et pourtant, l'Union européenne a réussi à faire... si on pense jusqu'à l'acquisition en commun des vaccins, a fait des progrès énormes pour nous aider, nous tous, les États membres, d'avoir les outils
et de pouvoir faire face à la crise et d'avoir, nous, dans nos pays et nos citoyens, l'accès immédiat à un vaccin, ce qui n'est pas rien. C'est une chose extraordinaire que, voilà, l'Union européenne l'a fait, n'ayant pas, comme je disais, une compétence exclusive. Alors, notre question dans ce contexte-là, c'est comment œuvrer de la sorte pour augmenter les compétences de l'Union européenne dans certains domaines où la crise nous a montré qu'il faut intervenir plus. Puis, la crise nous a montré aussi que la coopération entre les États, et surtout les coopérations bilatérales, une coopération traditionnelle entre la France et la Roumanie, par exemple, a joué énormément pendant la crise. Je me rappelle à plusieurs reprises, quand il a fallu que je parle avec Clément, pour qu'on règle des problèmes, donc il s'agissait de passage vers l'Angleterre sur la Manche, ou le passage pour les corridors verts, pour maintenir le transit des flux des marchandises et des personnes. Alors, la crise nous a montré une fois de plus qu'on a besoin d'un espace Schengen qui soit efficace et non fragmenté, qu'on a besoin d'un marché intérieur qui fasse prévaloir complètement ces 4 libertés de circulation, services, capitaux et personnes. Et la crise nous a montré aussi que les valeurs sur lesquelles l'Union européenne se bâtit sont essentielles. Elle a été une preuve de plus qu'on ne peut pas aller de l'avance avec le projet européen sans que ce projet soit uni, solidaire, cohésif et surtout qu'il trouve toujours les bonnes ressources pour montrer la solidarité d'action commune. C'était une ligne d'action que la Roumanie a eue depuis toujours au niveau européen et que, voilà, une fois de plus, la crise nous a montré que c'est le bon engagement. C'est un engagement que la France le partage pleinement et c'est un engagement commun entre nous aujourd'hui. On en a parlé, bien sûr, et qui fait valoir et prévaloir la contribution franco-roumaine au niveau européen. C'est un contexte important parce que c'est une présidence française qui se prépare. C'est une présidence française au Conseil de l'Union qui commencera le 1er janvier de l'année prochaine. C'est une présidence qui se met et qui se donne des grandes ambitions s'agissant de l'agenda courante, s'agissant des nouvelles défis que la crise nous a montrés. Et c'est une présidence qui travaillera davantage sur ce terme de résilience et d'autonomie stratégique pour l'Union européenne. Un dernier mot, parce qu'on veut vraiment laisser beaucoup de temps pour notre débat. Résilience est aussi résilience en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union européenne et son rôle global. Pour nous, la Roumanie, on ne peut pas parler d'une crédibilité de l'Union en tant qu'acteur global si on ne commence pas par les voisins, soit qu'on parle des Balkans occidentaux et de la politique de l'élargissement, soit qu'on parle du partenariat oriental et de l'engagement plus actif de nos pays à l'envers les pays voisins. C'est aussi un aspect très très important pour nos pays pour montrer que l'Union européenne comprenne très bien les enjeux dans son voisinage et qu'on travaille ensemble pour garantir la stabilité et la prospérité et qu'on exporte tout ce qui est standard et valeurs européennes, surtout dans le voisinage immédiat et puis dans le reste du monde. Je m'arrête ici et je pense la parole à Clément. Oui, nous vous remercions pour ce plaidoyer pour apprendre les leçons de la crise et trouver les bons instruments légitimes pour réformer l'Europe. Et j'invite Monsieur Clément Beaune pour nous faire avancer dans cette réflexion sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, chère Alexandra, et merci beaucoup, chère Yulia, pour cette initiative, cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir, dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, avoir un échange avec vous. Alors, je ne serai pas trop long parce que Yulia a dit beaucoup de choses que je partage. Et je voulais aussi commencer en vous priant de m'excuser pour notre petit retard au démarrage, mais on va essayer d'être néanmoins efficace. Je voulais dire quelques éléments sur cette crise que tu as décrite, puisque on dit souvent que la crise est un accélérateur dans la construction européenne. Je crois que celle-ci l'a été. Mais elle est surtout un révélateur de nos forces et de nos faiblesses. Et moi, je voudrais partager avec vous une conviction à l'issue de ces 18 mois de crise, qui malheureusement ne sont pas totalement terminés, même si on voit le bout du tunnel. C'est qu'on doit être, je crois, très fiers de ce qu'on a fait au niveau européen. Et puis, je le dis aussi pour votre génération, cette fierté doit vous conduire à une forme d'exigence supplémentaire. Mais il faut commencer par dire ce qui a bien marché, parce que je suis convaincu qu'on ne dit pas assez ce que l'Europe a su faire, qu'elle ne savait pas faire il y a encore quelques mois dans cette crise. Je prendrai simplement 2 exemples qui sont bien connus. Yulia l'a évoqué très rapidement, la question de la réponse économique d'abord. Il y avait un certain nombre d'outils européens pour répondre à la crise économique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand l'Union européenne a des outils pour agir, et quand on a une crise et une volonté politique, elle les utilise. Elle les mobilise. On avait des règles budgétaires, on a été pragmatique, on les a mises de côté pour quelque temps pour permettre à chaque État, en Roumanie, en France, ailleurs, de soutenir son économie pendant cette période de crise. De même pour les règles de concurrence. On a mobilisé massivement, c'est vrai que ça vaut plutôt pour la zone euro, mais c'était vrai au total dans l'Union européenne, notre banque centrale. On a trouvé une solidarité budgétaire qui n'avait jamais été possible, ou jamais avec cette ampleur et jamais avec ces mécanismes. Une dette commune, c'est pas simplement un outil technique. C'est le fait qu'on croit que dans 20, 30 ans, 40 ans, quand la situation économique se sera améliorée, qu'on aura investi pour reconstruire nos économies après cette crise, on pourra rembourser ensemble. Donc c'est avant tout un geste de confiance dans notre avenir commun, cette dette commune. Nous l'avons fait, Yulia le sait, on a travaillé ensemble sur ce sujet, ça n'était pas du tout évident. On l'a fait entre février et juillet 2020, en moins de 6 mois au niveau européen. Et même s'il y a encore parfois trop de difficultés, de bureaucratie, de lenteur dans nos procédures européennes, on l'a quand même fait et ça a commencé à marcher. Sur le plan sanitaire, j'allais dire, c'est presque encore plus spectaculaire parce que nous n'avions rien, ou pas grand-chose, Yulia l'a dit, sur le plan sanitaire. Et si on avait fait ce débat ensemble il y a 2 ans, et que je vous avais listé mes priorités pour l'Europe si j'avais dit la santé, je pense que vous auriez souri, poliment, mais vous auriez dit qu'on était un peu à côté de la plaque ou à côté des vrais sujets. Or, on voit bien aujourd'hui que cette question de la santé, elle est centrale, et malheureusement sans doute face à d'autres pandémies, à d'autres risques, ou à des risques qui sont tout aussi importants comme le climat, nous aurons besoin d'outils de solidarité nouveaux au niveau européen. Et on a réussi à construire, malgré cette absence de compétences ou d'outils au départ, une réponse européenne commune. Et cette solidarité européenne, par exemple dans l'achat du vaccin, elle n'était pas simplement une forme de politesse les uns à côté des autres ou de solidarité un peu naïve. Elle nous a aidés, elle nous a sauvés, elle nous a protégés. Parce que si aujourd'hui on avait des pays dans l'Union européenne qui n'avaient pas du tout d'accès au vaccin, on aurait un risque sanitaire collectif encore plus important que ce qu'on a connu dans les différentes vagues. Et donc je crois qu'il faut souligner aussi ce qu'on a été capable de construire en quelques mois, et parfois imparfaitement, bien sûr, mais en apprenant face à une crise qui a été exceptionnelle, inattendue. Et quand vous regardez au total ce qui a été la nature de la réponse européenne à la crise Covid, dans toutes ses dimensions, il y a 2 traits caractéristiques et uniques dans la réponse européenne. Nulle part au monde ils ne sont combinés. On a gardé partout nos débats démocratiques, nos débats politiques. Il y a eu des controverses, il y a eu des manifestations, il y a eu des débats au Parlement, des contrôles de la part de contre-pouvoirs, de juges, de la presse, etc. Tant mieux, c'est la vie démocratique. Même quand on a pris des mesures de restriction, des mesures inattendues, exceptionnelles, on a gardé la sève démocratique de nos sociétés. Et puis la solidarité que j'évoquais, vous pouvez regarder même des pays très proches de nos valeurs et de notre modèle, même les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas eu cette combinaison
de vie démocratique et de solidarité massive pour soutenir les emplois, le pouvoir d'achat, l'économie. C'était souvent l'un ou l'autre, les deux réunis avec cette ampleur et cette vitesse. Ça n'a pas été fait ailleurs dans le monde. Donc on doit en être fier. Après, ça ne veut pas dire qu'on a tout bien fait pendant la crise, et surtout, je le disais, cette crise a révélé des faiblesses européennes qui doivent nous rendre encore plus lucides et encore plus exigeants. Yulia a évoqué la question de la dépendance. Je pense qu'elle est majeure. On a vu dans notre modèle européen, dans nos pays individuellement et tous ensemble, des dépendances qu'on savait au fond, mais que la crise a mise en lumière et a rendu presque insupportable. Quand on découvre qu'en Europe, on ne produit pas notre propre paracétamol, certains médicaments basiques, que parfois c'est 3/4, 80% de la production dans des secteurs essentiels que nous importions et que nous avons dû continuer à importer pendant la crise, quand on s'est aperçu que ces petites choses que nous portons encore aujourd'hui, des masques, maintenant nous les produisons beaucoup en Europe, mais au début on était incapable de les produire en Europe et on était en compétition les uns avec les autres pour les importer. Parce que quand vous êtes dépendant, vous ne pouvez pas être solidaire. Quand vous êtes dépendant, vous êtes en compétition pour répartir la rareté. Et donc pour être fort et solidaire, il faut être moins dépendant. Donc on pourra prendre d'autres exemples en matière industrielle, en matière commerciale, en matière technologique, mais je crois qu'on s'est rendu compte en tout cas de cela. C'est la première étape de la réponse. Puis je crois qu'il y a 2 ou 3 choses qui doivent nous servir donc de leçons si on se projette dans l'avenir, de mon point de vue. D'abord, Yulia l'évoquait, il faut qu'on sorte des débats un peu, je pense, absurdes au niveau européen sur la question des compétences. Des débats un peu philosophiques ou un peu théoriques. Qu'est-ce que l'Union européenne doit faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que la région, la ville doit faire? La santé est un très bon exemple. Est-ce que si on avait été dans une pièce et discuté de manière abstraite, on aurait mis la santé parmi les compétences européennes? Sûrement pas. Et pourtant, on a vu à quel point c'était essentiel dans la crise. Et en même temps, on ne va pas transférer toute la compétence de santé au niveau européen, ce serait ridicule. On pourrait passer des conseils européens entiers, des réunions diplomatiques extrêmement longues à débattre de la répartition des compétences. Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est un peu l'approche qu'on a suivie dans notre construction européenne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être pragmatique. Oui, on a besoin d'une agence européenne qui financera de la recherche médicale européenne, parce que ce qu'ont les États-Unis, avec une force de frappe énorme pour financer les laboratoires et l'innovation, nous ne l'avons pas en Europe. Et ça ne sert à rien d'avoir 27 agences qui financent la recherche médicale de pointe. On perd du temps et on perd de l'argent. Ayons une agence européenne de ce point de vue-là. En même temps, on ne va pas demander à l'Europe de régir nos hôpitaux, nos centres de vaccination. Évidemment pas. Donc prenons des exemples concrets de coopération. D'ailleurs, je crois que ça vaut dans beaucoup de domaines où nous passons un peu trop de temps à essayer de définir les concepts et pas beaucoup de temps à poser ou à valoriser des actes concrets. Je prends un dossier très sensible dans lequel là aussi la dépendance a été révélée par l'actualité. On l'a vu avec la crise afghane, toutes les questions de sécurité et de défense. Ça pourrait nous occuper des heures, je prends juste un exemple. Quand on discute théoriquement, on peut passer, Yulia le sait, de très très longues discussions, et on pourrait encore en passer beaucoup, à savoir si on est en faveur de la défense européenne, d'une défense européenne autonome, complémentaire, importante, faible, d'autonomie stratégique ouverte, de capacité à agir de manière autonome. Vous trouverez tous ces concepts dans les textes européens. On ne se mettra jamais complètement d'accord, parce que nous avons nos histoires, nos rapports à la sécurité, nos rapports aux liens transatlantiques, nos rapports à la sécurité, aux frontières, à la défense. C'est pas grave. En revanche, quand on parle concrètement de certaines actions, est-ce qu'on doit avoir une compétence, par exemple une agence là aussi européenne en matière de cybersécurité, pour mettre ensemble des experts qui, quand il y a une élection importante dans un pays, luttent contre les cyberattaques? Est-ce qu'on va être dépendant de l'extérieur pour gérer notre propre cybersécurité? Je ne crois pas, on peut le faire ensemble, au niveau européen. Quand on intervient, la France en premier lieu, au Sahel, et je crois que c'est un enjeu de sécurité européenne, nous avons été rejoints progressivement par d'autres pays européens. Ça, c'est concret. Et je veux remercier d'ailleurs la Roumanie d'avoir accepté bientôt de rejoindre aussi ce qu'on appelle la Task Force Takuba pour agir au Sahel. Ça, je ne sais pas si ça mérite une longue discussion sur savoir si c'est de la défense européenne ou de l'autonomie stratégique. Je crois que ça l'est, mais c'est concret. Donc sortons un peu de nos débats sur les compétences ou nos débats un peu théoriques sur les concepts, je crois. 2 autres éléments, je finirai là pour être très rapide. Nous avons réalisé aussi que la solidarité européenne était encore insuffisante, ou plutôt qu'elle était concentrée sur des notions qui sont très importantes encore, mais qui ne sont pas
assez complète. La solidarité européenne, elle est très largement une solidarité financière, budgétaire. Tant mieux. Nous sommes à Bucarest, nous sommes en Roumanie. La Roumanie, je crois, a bénéficié de cette solidarité européenne, tant mieux, comme beaucoup de régions, y compris des régions françaises, des transferts qui ont aidé le rattrapage économique. Et c'est l'intérêt collectif d'ailleurs, ça bénéficie aux entreprises de beaucoup de pays européens, dont la France, ça renforce notre marché unique, qui est notre principal atout dans la compétition internationale, on l'a vu dans la négociation sur le Brexit. Mais cette solidarité financière, elle n'est pas la seule forme de solidarité dont nous avons besoin. On a parlé des vaccins. Est-ce que, par exemple, quand on est face à des catastrophes naturelles majeures, comme beaucoup de pays européens l'ont connu cet été, des feux de forêt, des inondations massifs, même dans des pays qui ont des moyens importants, je pense à l'Allemagne par exemple, on a besoin d'une solidarité européenne. On est d'ailleurs en train de construire une force européenne de protection civile, en achetant ensemble des avions pour lutter contre les incendies. On aura besoin d'une réserve sanitaire commune pour partager des respirateurs, des kits de test, parce qu'on n'en aura pas forcément tous besoin au même moment, et on peut aider ses voisins. Et ça, c'est concret d'ailleurs, c'est visible, et c'est de la solidarité européenne au sens le plus large. Et puis le troisième élément, c'est qu'on s'est aperçu, je parlais de dépendance, on le savait là aussi, mais la crise l'a accentué, que nous avons besoin de réfléchir, je ne rentre pas dans la guerre des concepts, mais en termes de puissance. Le projet européen a été longtemps incapable de penser l'Europe en termes de puissance politique, stratégique, vis-à-vis de son voisinage, plus loin encore, parce que notre projet, et c'est déjà beaucoup, était un projet interne, aux origines de la construction politique européenne de réconciliation, d'abord de réconciliation entre la France et l'Allemagne, et ça n'est pas rien, et c'est un succès, et puis d'élargissement, d'unification de toute l'Europe. Et c'est aussi un succès, qu'on ne célèbre peut-être pas assez, notamment dans mon pays. Nous avons réuni la famille, nous avons ancré, enraciné la paix, la coopération commerciale, politique, pacifique sur notre continent. Ça n'est pas rien, et nous avons connu la plus longue période de paix de notre histoire commune, déjà. Mais on ne s'est jamais tourné vers l'extérieur. Or, tous les défis que l'on voit aujourd'hui, le changement climatique, la régulation des grandes plateformes numériques, les migrations, la sécurité internationale, on ne peut pas s'en désintéresser, notre propre voisinage mérite des outils de politique extérieure et de puissance. Ce n'est pas seulement la défense au sens strict. Je pense par exemple à la protection de nos frontières. On est en train tous d'aider notre voisin lituanien, peut-être demain notre voisin polonais, parce qu'un régime, celui de la Biélorussie, attaque l'Europe à travers des modes d'action hybrides, en instrumentalisant des flux migratoires, par exemple. Bon, ça, on n'a pas d'outils européens pour y répondre. Quand on doit négocier des accords commerciaux, des accords d'investissement avec une puissance comme la Chine, il est évident que l'échelon européen est le seul qui est pertinent. Même un grand pays comme l'Allemagne, une grande économie comme la France aussi, si on négociait tout seul, on serait écrasé. Au niveau européen, on peut ne pas être écrasé, mais encore faut-il assumer une forme de fermeté. Quand nous prenons des engagements ou quand la Chine prend des engagements à notre égard, il faut les faire respecter. C'est le projet d'accord d'investissement que nous avons, sinon nous ne pouvons pas continuer. Quand les accords commerciaux consignent, on doit être ferme pour défendre nos standards alimentaires, de santé, de protection du climat, de droits sociaux. Sinon, le marché unique n'est qu'une force inutilisée. Donc je crois que nous devons, avant même d'avoir les outils de défense, tous nos débats sur une force de réaction rapide, de sécurité au sens large, nous devons réfléchir de manière autonome. Se dire que nous avons, d'abord par notre marché unique, qui est un outil géopolitique, par notre taille, un formidable levier de puissance. La puissance, ce n'est pas agressif, mais c'est défendre nos valeurs et nos intérêts, inclure d'autres pays qui veulent rejoindre ces valeurs et partagent ces intérêts, je pense effectivement aux Balkans occidentaux, et puis avec d'autres, avec la Turquie, avec la Russie, avec la Chine, avec parfois même des pays proches, dont nous n'avons pas 100% des intérêts en commun, je pense aux États-Unis, être capable de dire voilà ce que nous pensons, voilà comment nous le défendons, dans une relation commerciale, dans une relation de sécurité, dans une relation géopolitique. Et donc je crois que ces trois leçons sur la puissance, sur les compétences et sur la solidarité sont des enseignements de la crise que nous devons digérer, et j'espère que cette conférence sur l'avenir de l'Europe, sans tabou, sera aussi l'occasion de les poser. Et ce dernier mot pour dire que nous comptons beaucoup sur vous pour participer à ce débat. Ça paraît un peu convenu de faire des débats sur l'Europe. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans le passé, pas assez sans doute, mais surtout, plus vous participez, plus vous critiquez, au sens plein du terme, dire ce qui va bien et ce qui ne va pas,
Plus je crois d'ailleurs qu'on fait des propositions concrètes ou des critiques concrètes plutôt que de revenir à des débats théoriques sur nos traités, sur nos concepts. Plus je crois que vous ferez pression sur l'amélioration, le changement de l'Europe. Et cette conférence sur l'avenir de l'Europe, on pourrait la définir de 1000 façons, mais s'il y a une chose qu'elle doit faire, c'est vous mobiliser. Et puis, elle se finira un jour. Peut-être que tout ne sera pas mis en place dans quelques mois. On a cette responsabilité sous présidence française. Mais ça continuera, parce qu'une fois que vous avez ouvert cet espace de débat, que vous avez donné le goût de la participation démocratique européenne, ça continuera. On l'a vu d'ailleurs, je finis là-dessus, quand nous pensions tous que les élections européennes n'intéressaient personne dans nos pays, et malheureusement elles n'intéressent pas encore assez, mais nous avons inversé une tendance de 25 ans dans nos pays, avec une participation qui s'est accrue la dernière fois parce que les enjeux étaient clairs. On était après le Brexit, le climat préoccupait beaucoup la jeunesse et la participation, notamment chez les jeunes, a augmenté. Ça veut dire que le désintérêt, la désaffection, l'indifférence pour nos sujets européens, pour notre projet politique et démocratique, n'est pas là en réalité. Vous pouvez, vous devez montrer, je crois, que vous avez envie de participer. Et participer, ça n'est pas tout accepter, c'est être exigeant, et je le disais, fier aussi, fier et exigeant. Nous vous remercions pour... ce fut très très méthodologique en fait, la déconstruction des leçons de la crise et puis comment rebâtir, comment repenser l'avenir de l'Europe pour ne pas répéter les blocages. Et on retient justement cette idée de la solidarité et de la démocratie qui ont abouti malgré la crise sanitaire. En Europe, à différence d'autres régions. Ce fut également un appel à la participation et je salue maintenant les étudiants parce que dans la salle, on a les étudiants de l'Université de Bucarest, les étudiants de la Faculté de sciences politiques et du Collège juridique que je pense qui hâtent à vous poser des questions et à vous adresser leurs remarques. Voilà. Et voilà. Ça marche, oui, ça marche. Bonjour, je m'appelle Darié Kodirla, je suis étudiant au Collège juridique franco-roumain de Bucarest, ayant fini mes études de Master 1 cette année. Alors, je crois que je parle pour tout le monde quand je vous remercie pour votre discours, pour votre présence ici avec nous. C'est un immense plaisir d'avoir ce débat avec vous lors de cette conférence. Alors, moi, je veux me concentrer plutôt sur un point que je trouve essentiel pour le futur, pour l'avenir de l'Europe, qui est la digitalisation de l'Europe. Alors, je trouve que c'est un point vraiment essentiel, plutôt dans une optique de position stratégique de l'Europe dans l'avenir, dans les prochains 10-20 ans. Tout d'abord, pour commencer, je trouve que l'Union européenne a fait d'énormes progrès d'un point de vue intégrateur, mais aussi d'un point de vue de l'innovation dans l'exercice fiscal précédent, ainsi que dans celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais vous demander quel serait, d'après vous, parce qu'on est après tout au début de la digitalisation au niveau européen, quels seraient les grands enjeux, les grandes lignes directrices au niveau européen du point de vue de la digitalisation? Quels seraient les domaines les plus importants qui seraient touchés par la digitalisation dans ces prochaines années? Je vous remercie. C'est pour les deux. C'est pour les deux, je commence. Alors, oui, la crise a été, je pense, un accélérateur pour la digitalisation aussi. Parce qu'il a fallu qu'on fasse tout pour un certain moment, pour ne pas tout cesser. Il a fallu qu'on se voit sur des écrans. Et on a vu que ça marchait jusqu'à un certain point, bien évidemment. On ne peut pas généraliser ce travail digital, mais ça nous montre qu'il faut se pencher davantage au niveau européen quand on parle du numérique et de la digitalisation. Pour nous, il y a deux aspects qui sont très très importants. On parle déjà de ce domaine au niveau européen. D'ailleurs, nous sommes en train de négocier, et ça sera la présidence française, en l'occurrence de boucler quelques négociations sur des dossiers importants comme le marché numérique, les services numériques.
Mais outre cette partie qui nous donne l'accès aux compétences digitales au niveau européen, au réseau sécurité digitale, c'est un autre aspect qui est très très important, le lien entre l'éducation et la digitalisation et aussi le lien entre les compétences sociales et comment on adapte les sociétés futures à ces compétences digitales. Alors, on voit au constat de la crise, de nouveau, que la digitalisation, en fait, fait partie de notre vie actuelle sur plusieurs domaines. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'avancer au niveau européen sur ces connexions entre ces sujets de façon à préparer mieux la société, je ne pourrais ni même dire de l'avenir, c'est de présent déjà, et pour rendre ces compétences digitales accessibles pour tous les citoyens européens, parce que pour nous, ça c'est aussi un aspect très important. Comment s'assurer en termes de coûts, parce que ça signifierait pour nos économies une adaptation aussi point de vue coût, qu'on assure cet accès équitable, juste pour tout le monde. Voilà. Juste un petit mot en complément. Là aussi, je crois qu'il y a un modèle européen qu'on doit inventer ou adapter, de régulation de ce qui n'est plus un secteur économique, mais qui est une transformation. La crise l'a en effet montré de manière claire, transversale, totale, de nos économies, de nos sociétés. Il y a un risque qui serait, notamment d'un point de vue, disons, français, classique, de dire c'est une menace, c'est une transformation complexe, compliquée, régulons-la par tous les bouts. Je crois qu'il faut le faire, mais il faut garder ces deux aspects à la fois, l'innovation et la régulation. En Europe, d'abord, il faut le reconnaître, notre problème n'est pas en premier lieu de réguler, on a un retard d'innovation. On n'a pas été, c'est comme ça. Ça s'explique, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, les pionniers des différentes vagues numériques, l'invention des grands moteurs de recherche. Quand on parle des GAFA, on parle de sociétés américaines. Quand on parle des sociétés qui sont ensuite les plus influentes aujourd'hui, ce sont plutôt des sociétés chinoises. Nous avons heureusement des start-up, ou comme on dit en mauvais français, des scale-up, des grandes entreprises qui croissent et qui sont européennes de plus en plus, mais nous ne sommes pas dans le haut de la vague sur la transformation digitale. Et donc d'abord, nous devons imaginer cela. C'est pour ça que je pense que c'est très important, pour ne prendre que cet exemple, qui n'est pas que financier, que nos plans de relance, le plan de relance européen que nous avons mis en place, de 750 milliards, il est un quart, qui soit au moins un quart, qui dans chaque pays doit être consacré à la transformation numérique, que ce soit par les réseaux, développer les réseaux de 5G, la fibre, etc., ou par des actions ciblées de numérisation des PME, etc. Et chaque pays a joué le jeu d'ailleurs, puisque je crois qu'on sera assez nettement au-dessus de ces 25%, ce socle de 25% obligatoire. Et ça passe aussi par des actions qu'on mène dans chacun de nos pays, de créer un système d'innovation. On le fait en France avec ce qu'on a appelé à un moment la French Tech, par des mesures fiscales, par des mesures un peu culturelles aussi d'ailleurs, d'incitation à l'entrepreneuriat, qui était une partie de notre retard sur les États-Unis notamment. Et puis il y a la régulation, je crois qu'il faut l'assumer, elle ne doit pas être isolée, mais il n'y a qu'en Europe qu'on trouve cet équilibre, pour reprendre mon duo, mon diptyque sur liberté et sécurité. Par rapport aux États-Unis, par rapport au reste du monde, c'est ici que nous avons inventé en premier lieu les règles de protection des données, qui sont devenues progressivement, même si elles sont imparfaites, un standard mondial. Et je crois qu'avec deux grands textes européens qui sont en discussion, au-delà de leurs petits noms techniques, DSA et LDMA, on peut inventer, j'espère qu'on y arrivera dès la présidence française, des règles de responsabilité, notamment pour les grandes entreprises du numérique, quelle que soit leur nationalité, qui les obligent à être responsables des contenus qu'elles diffusent, des produits qu'elles vendent, parce que leur pouvoir n'est plus un simple pouvoir économique limité à un secteur, c'est un pouvoir qui concerne toute notre économie. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que l'Europe est fermée à cet égard. Je crois que le moteur de recherche bien connu qu'on appelle Google, c'est 97% du marché européen des moteurs de recherche. Donc nous sommes un marché ouvert, nous le resterons, mais nous devons, en matière de règles de concurrence, de responsabilité des plateformes, réguler, innover et réguler. Et je crois que c'est extrêmement important si on arrive à démontrer en même temps que l'Europe sait faire ces deux choses-là. Si nous ne faisons que réguler, nous apparaîtrons à la fois comme des mauvais perdants et nous priverons de croissance nos économies,
dans les années qui viennent. Si nous ne faisons qu'innover, nous subirons, en termes de dépendance économique, encore une fois, les succès des autres, et dans des domaines comme l'information, la liberté de la presse, la création et le respect des droits des auteurs, la qualité des produits qui sont vendus, le respect de nos standards, nous ne serons pas autonomes. Et donc on doit tenir ces deux éléments à la fois, et je crois que nous avons des textes très concrets au niveau européen, j'en évoquais deux, qui peuvent montrer qu'on invente ce monde numérique organisé que doit incarner l'Union européenne. Bon, voilà, merci beaucoup pour les réponses. On est un peu sous la pression du temps, donc ce que je vous propose, c'est de collecter s'il y a plusieurs questions. Voilà, mademoiselle. Et là, une autre. Bonjour, je m'appelle Vincenzo Dine, je suis étudiante au collège aussi, en Master 2. Je voudrais savoir quelles ont été les faiblesses de l'Union européenne par rapport au processus de Brexit et quelle est notre relation avec le Royaume-Uni maintenant. Je pose cette question parce que vous avez parlé de la cohérence et de la résilience. Et je suis très désireux de savoir comment est-ce qu'on maintient notre relation avec le Royaume-Uni, compte tenu qu'on doit donner un exemple envers l'avancement de l'extrême droite en Europe. Je vous remercie pour la réponse d'avant. Este ok, e deschis. Déjà, je vous remercie pour votre présence. Je suis Negru Carla, étudiante à l'Université de Bucarest en sciences politiques. J'avais une question plus spécifiquement sur les démarches que l'Union européenne a eues face à la Roumanie, mais aussi la France. Plus spécifiquement, c'est-à-dire on a observé que malheureusement, il y a eu beaucoup de chômage, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont restés sans Internet et sans... plus spécifiquement, comme on a dit tout à l'heure, les démarches digitales qui ont été prises. Et je voudrais savoir si ces démarches qui ont été prises seront aussi efficientes dans l'avenir, parce qu'on n'en est pas à la fin, tout à coup. Donc, voilà. Si vous pouvez répéter, parce que... Ah, l'emploi économique. S'il n'y a plus de questions, je... Okay. Ah bah, voilà. Oui. Je suis Magdalena Georgiana, diplômée du Collège juridique franco-roumain d'études européennes, et je vais aborder un peu le sujet de la démocratie participative et le rôle des gens dans la démocratie participative. On sait que quand on parle de démocratie participative, on parle de droit de pétitionner auprès du Parlement européen et l'initiative citoyenne européenne. Mais aujourd'hui, on n'a que 6 initiatives citoyennes européennes réussies. Et je me demande, est-ce que les gens ont la vraie possibilité de soutenir de telles initiatives? Est-ce que les gens vont initier de telles initiatives européennes citoyennes? Et donc, je veux saluer de cette manière les démarches que la France va envisager sur sa présidence du Conseil de l'Union l'année prochaine. Et donc, je veux adresser à Mme Mattei la question suivante. Quelles réformes vous pensez que la Roumanie doit mettre en œuvre pour renforcer le rôle des jeunes dans la démocratie participative au sein de l'Union? Voilà, je pense qu'on a les 3 questions et c'est un peu tout ce qu'on a le temps pour discuter. Je vous donne la parole. Qui voudrait commencer? Allez, je ne sais pas, j'imagine que le temps est court. On va raccourcir nos réponses au plus possible. Le Brexit. Oui, je pense que la leçon la plus importante, c'est que le Brexit nous a montré que, peut-être contrairement à ce que beaucoup se sont imaginés, les négociations pour le Brexit n'ont pas cassé l'unité européenne. Et ça, c'est un constat très, très important. Ça a été une négociation
politique unie, ferme, côté européen, qui nous a aidé à avoir un accord de retrait qui a réussi de garder les avantages de l'Union dans ce processus de séparation, et puis nous a montré aussi d'avoir des accords et une négociation assez dure sur les nouvelles relations, parce que, n'est-ce pas, les nouvelles relations, on ne pouvait plus garder le même statut comme un État membre vu que le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union. Non, nos relations avec le Royaume-Uni restent importantes parce que on a cet accord qui nous aide à coopérer sur un plan de sujets très importants. On a un accord libre de commerce, on a une coopération sur les aspects affaires intérieures et juridiques très très importants quand il s'agit de défis horizontaux, quoi que ce soit la lutte contre le terrorisme ou comment garder la sécurité de notre continent, il faut qu'on continue davantage travailler avec les Britanniques. On n'a pas malheureusement une coopération sur les questions liées aux affaires étrangères dans ce nouvel accord des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est une chose que les Britanniques n'ont pas demandé, mais que nous, au niveau européen, nous pensons quand même qu'il faut garder cette coopération stratégique avec eux, vu que la dynamique des relations à ce moment nous montre que là aussi, on a besoin d'une coopération forte avec les Britanniques sur des divers chantiers. Bon, sinon, les aspects qui tiennent à la sécurité sociale et des choses qui sont très importantes à garantir un traitement efficace de nos citoyens et des citoyens britanniques dans nos pays respectifs ont été très très importants pour nos pays, et ici on essaye de garder les coopérations quand il s'agit des échanges entre les étudiants, des coopérations au niveau scientifique et de la recherche aussi. Alors ce sujet qui font de la force quand il s'agit des domaines de pointe où notre coopération avec les Britanniques, évidemment, doit continuer. Sur la démocratie participative, bien sûr, c'est un aspect très très important pour tous les États membres, la Roumanie compris, et cette conférence même nous montre, outre le fait qu'on discute des enjeux et qu'on essaye de faire comprendre l'importance de l'agenda européen pour chacun de nos pays, ce qui évidemment nous aide, nous tous, non pas ceux qui sont dans les positions gouvernementaux où il faut prendre les décisions, mais une décision pour qu'elle soit bien augmentée au niveau national, il faut, et nous on l'encourage beaucoup, il faut bien sûr la débattre. D'ici, cet lien que je vois très très utile entre la démocratie participative et la résilience de nos sociétés. C'est un engagement à terme long, c'est un investissement à terme long quand il s'agit de cette résilience des sociétés, parce que voilà, on nous aide tous à devenir plus informés, moins pénétrable aux désinformations, tout ce qui a risque hybride, désinformation et toute tentative de faire recours à ce double discours standard qui, parfois, on le voit souvent au niveau européen, nous dit que c'est une chose qu'on discute au Bruxelles et qu'on décide au Bruxelles, et c'est une autre chose qu'on arrive de comprendre dans nos pays respectifs. Et alors, c'est important, c'est un engagement qui est cher à la Roumanie, c'est un engagement qu'on l'a soutenu même pendant 2019, pendant la présidence roumaine, quand on a discuté de l'importance d'un plan européen qui soit plus fort
combattre les dangers quand il s'agit de l'interférence entre la démocratie et l'élection au niveau européen, alors c'est un investissement pour consolider le projet européen, les valeurs européennes. Lien travail et économie, tout ce qui a marché du travail, ce sont les deux côtés de la même monnaie. Surtout dans un contexte comme tel qu'on a à présent au niveau européen, on ne peut pas et on ne sera jamais crédible de parler d'une vraie relance économique sans qu'on discute des conséquences sociales. Une crise n'a pas que des conséquences économiques, bien évidemment. Côté social, c'est aussi important. Et d'ailleurs, nos discussions se portent sur les deux plans. Il y a une préoccupation forte, une préoccupation que la Roumanie a depuis toujours partagée au niveau européen pour dire qu'il faut là-dessus aller au-delà des principes sociaux et avoir un plan d'action au niveau social. Pourquoi? Parce qu'il y a des inégalités sur le marché, il faut s'assurer que le marché du travail soit adapté aux nouvelles réalités et que on se préoccupe de ceux qui sont vulnérables sur le marché du travail. Et malheureusement, les jeunes aussi sont vulnérables sur le marché du travail. Alors, il faut que dans cette équation qui est plus large, on s'occupe de deux aspects. Je reste court pour que Je ne ferai pas très long parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites. Juste peut-être 2 mots sur le Brexit et sur la démocratie participative. Sur le Brexit, pourquoi on a été, comme le disait Yulia, unis, fermes, tout le temps, pendant 4 ans de négociations. Il y a eu des questions de méthode, on avait un seul négociateur, Michel Barnier, un seul mandat, on est restés tous ensemble, mais c'était un vrai test de souveraineté. Ça aurait pu être un détricotage de l'Union européenne, on aurait pu avoir des intérêts divergents, avoir des stratégies de négociation non coopératives, et on aurait pu enclencher, après le Brexit, un mouvement, certains le pensaient d'ailleurs en 2016, de délitement de l'Union européenne. C'était possible, c'était un risque. On ne l'a pas fait parce que je crois qu'on s'est rendu compte d'abord que ce qu'on pensait être un projet un peu ennuyeux, mais un peu automatique, où on se réunit, on appartient à la même famille, au même club politique. Là, il y a le choc. On peut quitter l'Union européenne, on peut tout casser, on peut décider de sortir. Et d'ailleurs, heureusement, c'est un choix démocratique. Mais on pensait que c'était impossible, on s'est aperçu que ce qui était impossible et un peu ronronnant était possible. Et ça a créé un réflexe, d'ailleurs, on l'a vu dans beaucoup d'enquêtes d'opinion. Je pense que ça a contribué à ce que je disais, un sursaut de participation démocratique, tant mieux. On s'est dit, il faut sauver le projet européen, il est en danger. Mais je crois que c'était pas seulement chez les responsables politiques, ça s'est un peu diffusé dans les opinions publiques. Et surtout parce qu'on est fort quand on a un intérêt commun très clairement identifié. Moi, j'ai été frappé dans beaucoup de voyages européens. Une fois, j'étais avec le président Macron, il rencontrait un Premier ministre d'un pays du nord de l'Europe, que je ne citerai pas, et qui lui a dit, qui est un pays très proche du Royaume-Uni. Beaucoup de liens de défense, de politique étrangère, etc. Et ce pays était très uni, très ferme avec nous pour défendre l'intégrité du marché unique, les paramètres de la négociation avec le Royaume-Uni. Et on s'interrogeait pourquoi. Il dit, mais c'est pas très compliqué. Le Royaume-Uni, c'est 8% de mes exportations. Le marché unique, c'est 80%. Bon. Eh bien, dans la politique d'un pays, il y a des intérêts durs, comme on dit, du hard power ou des vrais intérêts. Bon, les intérêts économiques en font évidemment partie. Et chaque pays européen s'est rendu compte que, quelles que soient ces nuances, ces petites différences, ces grands intérêts, pas seulement économiques, étaient là, dans cette famille politique, dans ce club européen qui protège, qui a ses fragilités, on les évoquait, on les a vues quelques mois après pendant la crise Covid, mais qui mérite, pour cette raison, d'intérêts et de valeurs communes, d'être défendu. Et je crois que chacun a été secoué par le Brexit et s'est réveillé en se disant, bon, débattons, mais d'abord sauvons le projet, son unité et donc sa fermeté. Je crois que c'est très important aussi sur la réflexion qu'on faisait en termes de puissance. Le Brexit a été un moment de puissance européenne.
Et nous avons défendu nos paramètres dans la négociation. Il y a eu à faire des compromis, mais nos intérêts et nos paramètres jusqu'au bout, parce que nous avions conscience que c'était la vie ou la survie du projet européen qui était en cause. Sur la démocratie participative, pardon, juste un mot. Je vais être très honnête, quand j'avais votre âge ou que j'étais à votre place, je ne croyais pas beaucoup à ces exercices. Je suis sincère. J'y crois beaucoup plus, et je crois surtout aux exercices de démocratie qu'on appelle parfois délibérative. Ce n'est pas des gadgets. Il ne faut pas en faire le résumé, l'alpha et l'oméga de nos démocraties. Nos démocraties sont d'abord des démocraties représentatives d'élections, tant mieux. Mais il faut ces espaces sur le côté, quelque sorte, de débat et d'ouverture du débat. On le fait dans tous nos pays d'ailleurs. En France, on l'a fait sur des questions comme le climat. L'Irlande, certains d'entre vous l'ont fait ou le feront, une année Erasmus. Moi, j'ai fait une année Erasmus en Irlande. C'est un pays qui a transformé profondément sa société, sa constitution sur des sujets de fond, le divorce, l'avortement, le mariage homosexuel, parce qu'il a ouvert un espace de démocratie délibérative, des panels citoyens, avec des citoyens tirés au sort, des parlementaires qui ont pendant des mois réfléchi sur un sujet précis, un article de la Constitution parfois, puis ensuite on passe à la vraie démocratie, si je puis dire, celle de tous, avec des référendums. Ils ont voté par la loi au Parlement ou par le référendum pour transformer ces éléments que j'évoquais de leur pacte social. Mais ça crée de l'intérêt, de la confrontation apaisée d'idées. Je prends l'Europe, c'est un très bon exemple. On pense que ça n'intéresse personne, parce que ceux qui s'expriment dans le débat européen, c'est soit, je me mets dedans, ceux qui connaissent bien le sujet, qui adhèrent naturellement au projet européen, soit à l'opposé complet, des gens qui, par cynisme politique ou autre, ou par conviction, disent que l'Europe, c'est le problème, la source de tous les problèmes, le problème de tous les problèmes. Bon. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont un peu peur de parler d'Europe, pensent que c'est compliqué, pensent que c'est éloigné, pensent que c'est technique, et qui ont des avis qui ne sont ni le tout positif, ni le tout négatif. Et quand on ouvre un moment de discussion, on essaie de le faire en France en ce moment avec des panels de citoyens tirés au sort dans chaque région, en ce moment même. On le fait sous différentes formes dans tous nos pays. Je crois que c'est très puissant. C'est un pari à chaque fois, mais c'est très puissant. Parce que les gens prennent le temps de construire une position et une réflexion, acceptent de changer d'avis, de se confronter, ça n'est pas si fréquent dans notre monde de réseaux sociaux et de débats un peu rapides, à l'opinion de l'autre sur des sujets très sensibles ou vus comme très techniques. Et si on ne le fera pas d'un coup, on ouvre régulièrement ces moments de respiration démocratique, je pense que c'est très important. Et puis le dernier point, parce que ce qu'a dit Yulia me parle beaucoup, c'est pas seulement la démocratie participative ou délibérative qui peut créer un débat européen de fond et de réforme. C'est aussi notre responsabilité de responsable au sens strict politique. C'est la façon dont on parle de l'Europe. On peut penser ce qu'on veut, on peut être totalement contre, on peut être très pour, on peut être au milieu de tout ça. Mais je crois qu'il faut une éthique dans notre discours politique. On ne peut pas dire que quand on prend une décision parce qu'elle est difficile, parce qu'on défend une réforme compliquée dans nos pays, économique, sociale, c'est la faute d'eux. C'est la faute de l'Europe, c'est la faute du voisin européen. On a trop fait ça. Moi, j'ai défendu, je vous prenais l'exemple du vaccin, j'ai défendu le fait qu'on ait eu recours à un cadre européen, ça se discute, heureusement. Mais quand c'était difficile et quand ça ne marchait pas au début, je le défendais quand même parce que j'étais sûr qu'on avait fait le bon choix. Mais surtout parce qu'on avait pris cette décision. Donc, je n'allais pas dire dans un débat comme celui-là, écoutez, on n'a rien pu faire, ce sont les Allemands, c'est Bruxelles qui nous ont imposé de faire ça. Non. Il n'y a quasiment jamais une vraie décision européenne importante, le plan de relance, le cadre de vaccination, qu'un pays s'est fait imposer. On fait des compromis, ça c'est autre chose. Des compromis, c'est la vie collective. C'est la vie démocratique d'ailleurs. Et l'Europe, c'est une démocratie de démocratie, donc c'est parfois encore plus compliqué. Et on peut être déçu par un compromis. Ça c'est normal. Mais on ne peut pas dire « j'ai rien pu faire, ce sont les autres, c'est pas ma faute ». Sinon, on n'est pas là. Bon. Et donc l'Europe a été trop souvent, on le voit dans beaucoup de sujets, mais le bouc émissaire au sens strict, facile, sur lequel on a dit, on a projeté nos faiblesses, parfois nos incompétences ou nos facilités. Et donc je crois qu'avant de faire des débats, dans le prolongement de ces débats, on doit aussi cette exigence démocratique de dire les choses. Ça ne veut pas dire que l'Europe va bien. Moi je pense qu'il y a plein de choses qui vont très mal, mais je ne vais pas dire c'est la faute de Yulia. Ou je ne vais pas dire c'est la faute du commissaire machin, ou de la présidente von der Leyen, ou de je ne sais pas qui. Non.
On peut s'interpeller, on peut débattre, on peut être en désaccord, on peut faire des compromis à la fin, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. Et donc je crois que ça c'est important aussi dans votre réflexion sur une forme de citoyenneté européenne, au sens de participation au débat européen. Voilà, nous vous remercions. Malheureusement, notre réunion arrive à la fin, mais comme on avait dit aujourd'hui, une fois la participation qui commence, voilà, elle continue. Donc, vous êtes invités à réfléchir sur les questions européennes et à participer à ce grand débat qui se déroule. Vous pouvez accéder en ligne. Par ailleurs, la plateforme est proposée de telles réformes sur des divers thèmes. Nous remercions encore une fois à nos invités, Madame Julia Matei et Monsieur Clem Bambon, pour leur participation d'aujourd'hui, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Voilà.